Signe juste ça, ordonna ma femme, son avocat affichant un sourire en coin à ses côtés. J'ai signé sans un mot et je suis sorti. 24 heures plus tard, son avocat l'appelait, la voix tremblante, lui disant qu'il avait fait des recherches sur moi et demandant « Catherine, qui as-tu épousé ? Tu n'avais aucune idée de qui tu essayais de voler. » Je m'appelle Thomas Delorme, j'ai 60 ans et depuis 35 ans, j'enquête sur la criminalité financière pour de grandes entreprises, traquant l'argent à travers des sociétés écrans et des comptes offshore jusqu'à trouver les voleurs, mais ma femme Catherine pense que je suis juste un petit comptable pour des PME, et je l'ai laissé le croire. Cet après-midi-là, elle est entrée dans mon bureau avec un inconnu, un jeune type d'environ 40 ans portant un costume à 3000 €, Julien Collot, avocat à la cour, arborant ce regard suffisant qu'ont les avocats quand ils pensent mener la danse. Catherine a jeté des papiers sur mon bureau en disant qu'elle avait besoin que je les signe. J'ai demandé ce que c'était et Julien m'a coupé la parole en s'installant dans le fauteuil comme s'il lui appartenait, affirmant que c'était une procédure standard, juste un transfert d'accès au compte pour faciliter la gestion du ménage. J'ai feuilleté les pages, c'était une procuration financière générale donnant une autorité de signature totale et un accès complet au compte joint. J'ai regardé Catherine et demandé pourquoi maintenant, elle a souri de son vieux sourire en disant que c'était parce qu'elle m'aimait et que les gens mariés se font confiance. Julien a tapoté son stylo en disant que c'était la routine, à moins que je ne fasse pas confiance à ma femme. J'ai soutenu son regard pendant 3 secondes, il a détourné les yeux en premier. Catherine a dit plus doucement que si je l'aimais, je signerais. J'ai pris mon stylo et j'ai signé lentement, clairement, puis je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Elle a dit Thomas, avec de la surprise dans la voix, et j'ai répondu sans me retourner qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Derrière moi, Julien a gloussé en disant que c'était plus facile que prévu et Catherine a ri en disant qu'elle savait que je plierais. J'ai entendu le tintement des verres, ils célébraient déjà, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais échangé les documents et que le vrai était déjà dans le tiroir de mon bureau. Ce qu'ils avaient été ma version, même format mais des termes très différents. J'ai marché dans le couloir que j'avais rénové 5 ans plus tôt pendant que Catherine était à une conférence à Nice, c'est probablement laquelle avait rencontré Julien. Dans mon 4x4, j'ai placé l'enveloppe scellée sur le siège passager, préparée 3 jours plus tôt, prête à partir. Je ne fuyais pas, j'exécutais un plan. Pendant que Catherine jouait à la reine, je faisais ce que je fais le mieux, suivre l'argent, et ce que j'avais trouvé était édifiant. Elle n'avait jamais demandé ce que je faisais vraiment, ne lisant jamais au-delà du mot au comptable, ne tournant jamais la page 2 de ses documents, ne voyant jamais la clause que j'avais rédigée il y a 7 ans. J'ai démarré et pris la direction du nord pour retrouver mon véritable avocat. Dans le rétroviseur, notre maison rétrécissait, cette demeure bourgeoise qu'elle avait exigée, celle avec un crédit qu'elle pensait que nous avions encore, celle qui n'était pas du tout à son nom. J'ai allumé ma première cigarette depuis 8 mois et j'ai souri, il pensait que le jeu commençait alors qu'il était déjà terminé. Le téléphone de Catherine a vibré à 6h30 le lendemain matin, je l'ai entendu depuis la chambre d'amis où je dormais depuis 3 mois. Elle gardait toujours la sonnerie au volume maximum comme si elle attendait quelque chose d'important. J'étais déjà habillé, café en main, regardant le lever du soleil par la fenêtre, attendant. Sa voix a traversé le mur, étouffée au début puis plus forte, disant « Julien, il est 6h du matin, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai bu une gorgée de café, pile à l'heure. Elle a continué, sur la défensive, « Comment ça tu as fait une enquête ? Je t'ai dit que ce n'était pas nécessaire. » De quoi tu parles ? C'est un comptable, il fait les impôts pour des petites entreprises. Un silence assez long m'a indiqué que Julien parlait vite, expliquant, probablement en sueur. Elle a repris, « C'est impossible, je le connais depuis 7 ans, il travaille à la maison, j'ai vu ses clients. » J'ai souri, ses clients étaient assez réels, de petites opérations que j'aidais à côté, un petit écran de fumée. Elle a crié, « Un quoi ? Julien, ça n'a aucun sens. » Ses pas se sont rapprochés, j'ai entendu sa porte s'ouvrir puis ses pieds nus dans le couloir, elle vérifiait mon bureau. J'ai entendu la poignée tourner et elle a dit au téléphone, « Il n'est pas là, sa voiture est partie. » Encore un silence, Julien déballait tout. Elle a dit, « Attends, répète doucement, il est quoi ?» Je me suis levé et j'ai marché vers la cuisine, j'ai mis ma tasse dans l'évier et pris mes clés. Elle a répété, « Auditeur forensique ? » Julien, c'est quoi bon sang un auditeur forensique ? Je pouvais entendre la panique s'installer, ce tremblement dans sa voix quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Elle a continué, « Il enquête sur les crimes financiers ? » Pour qui ? Julien, il fait la comptabilité pour des épiceries et des salons de coiffure.
la porte d'entrée de mon bureau s'est ouverte, elle se tenait là en peignoir, le téléphone pressé contre son oreille, fixant la pièce vide et mon bureau à l'endroit où elle m'avait fait signer ses papiers la veille. Elle m'a vu dans l'encadrement de la porte de la cuisine, nos yeux se sont croisés et elle a dit doucement, soutenant toujours mon regard, « Julien. Qui est-ce que j'ai épousé ?» J'ai levé ma tasse de café en un petit salut puis je suis passé devant elle vers le garage. Elle a crié « Et Thomas, Thomas attends !» J'ai ouvert la portière de la voiture. Elle a demandé où j'allais et ce que Julien racontait. J'ai démarré le moteur, elle a couru vers la fenêtre du conducteur en frappant sur la vitre en exigeant une réponse. J'ai baissé la vitre de 5 cm et j'ai dit, « Tu veux contrôler les comptes, Catherine ? Vérifie-les. » Elle a demandé ce que ça voulait dire. J'ai répondu, « Ça veut dire que tu devrais lire les documents avant de les signer, surtout les clauses concernant la coercition frauduleuse. » Son visage est devenu blanc. J'ai ajouté, « Tu as fait entrer un avocat chez nous pour me faire pression afin que je te cède le contrôle financier, ça s'appelle de l'abus de faiblesse, le document que tu as ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé, mais le mien. » J'ai passé la marche arrière. Le mien est déjà enregistré. Elle a demandé où il était enregistré et ce que j'avais fait. J'ai répondu, « Ce que je fais depuis 35 ans, Catherine, je suis l'argent, ton argent, l'argent de Julien, tout. » J'ai reculé hors du garage, elle est restée là, le téléphone pendant au bout de sa main, la bouche ouverte dans mon rétroviseur. Je l'ai regardée rétrécir avec cette grande maison derrière elle, la maison qu'elle pensait être sur le point de posséder entièrement. Mon téléphone a sonné, c'était Emma, ma fille aînée, disant, « Papa, maman m'appelle en hurlant à propos d'avocats et de comptes, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit que j'expliquerais tout ce soir mais de se rappeler ce que je lui avais appris sur la protection de ce qui est à elle, ne jamais laisser personne savoir ce que tu as vraiment jusqu'à ce qu'ils te montrent qui ils sont vraiment. J'ai raccroché et je me suis inséré sur l'autoroute. Derrière moi, Catherine rappelait probablement Julien, hurlant probablement, réalisant probablement que le comptable tranquille qu'elle avait méprisé pendant 7 ans venait de démanteler tout son plan en moins de 24 heures. Le soleil se levait complètement, ça allait être une belle journée. Le bureau du greffe sentait le vieux papier et les néons, j'étais déjà venu ici des années auparavant pour mettre les choses en place. Mon téléphone a sonné 5 fois avant midi, toujours Catherine, je l'ai ignoré. À la Banque nationale, Marguerite a glissé un dossier sur son bureau en me disant, « Monsieur Delorme, les transferts ont été effectués ce matin, votre femme a essayé d'accéder au compte épargne joint à 10h15 et l'accès a été refusé. » Elle a appelé 3 fois, menacée de poursuites judiciaires, dit qu'elle possédait la maison de Saint-Cloud et qu'elle irait voir ailleurs. J'ai demandé ce qu'elle lui avait dit. Marguerite a répondu, « J'ai sorti les registres de propriété, la maison est détenue par une SCI fermée depuis 8 ans, son nom n'apparaît nulle part sur le titre. J'avais acheté cette maison 2 ans avant de rencontrer Catherine, un achat comptant suite à une mission de conseil à Lyon, mise en SCI le même jour où nous nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens. Je l'ai laissé croire que nous l'avions acheté ensemble, elle a choisi les meubles, la peinture, planté des rosiers, elle pensait que c'était à elle, ça ne l'a jamais été. Marguerite a continué, elle vous a accusé de fraude, je lui ai expliqué que les biens prénuptiaux et les structures sociétaires ne sont pas sujets au partage. J'ai demandé comment elle avait pris la nouvelle, Marguerite a répondu qu'elle avait raccroché. Mon téléphone a vibré, Emma m'écrivait que sa mère appelait tout le monde en disant que j'avais tout volé. J'ai répondu que je passais ce soir. Marguerite a sorti un autre document, la carte de crédit qu'elle utilise, c'est une carte d'entreprise de votre cabinet de conseil, vous êtes le titulaire principal, elle était utilisatrice autorisée, j'ai révoqué l'accès ce matin. J'ai demandé le montant des dégâts sur les 12 derniers mois, 83 000 €. Le schéma montre des dépenses les mardis et jeudis, restaurant haut de gamme, chambre d'hôtel, réservation l'après-midi. Julien. Les débits correspondaient aux entrées de calendrier dans notre agenda partagé, elle les avait étiquetés au cours de yoga et les séances de méditation. J'ai ri, elle n'a jamais su couvrir ses traces. Marguerite a fermé son ordinateur portable et a demandé, « Et maintenant ?» J'ai répondu, « Maintenant elle réalise à quel point elle a peu, pas de maison, pas de compte, pas de carte, même cette machine à expresso était un achat d'entreprise. » Marguerite a noté que je prévoyais cela depuis notre rencontre, j'ai répondu que je voulais croire aux secondes chances après la mort de Caroline, mais que je n'allais pas être vulnérable à nouveau. Je me suis levé, les remercié et je suis sorti. Le soleil de l'après-midi réchauffait mon visage. Encore un arrêt, le garde-meuble à l'est de la ville, celui dont Catherine ignorait l'existence,
où je gardais des copies de tout, relevés bancaires, SMS, reçus d'hôtel, preuves, documentation, protection. Je ne la détruisais pas, je m'assurais juste qu'elle ne pouvait pas me détruire. Le loft d'Emma avait des murs en briques apparentes et de hautes fenêtres. Elle avait réussi, banquière d'affaires, vive comme sa mère, la force de Caroline sans la vulnérabilité. Eva était déjà là, ordinateur ouvert, ma fille cadette, avocate d'affaires venue de Paris ce matin-là. Emma a versé du café en disant que maman avait appelé 6 fois, hystérique, disant que je l'avais enfermée dehors de tout. J'ai dit que j'avais protégé ce qui était à moi car elle avait essayé de le prendre. Eva a tourné son écran, j'ai sorti la procuration qu'elle avait déposée, contrôle financier total. Si elle avait été valide, elle aurait pu vider tous les comptes, mais elle ne l'était pas. Eva a noté, non, la clause de nullité pour contrainte que tu as insérée il y a 7 ans, quand elle a amené Julien Collot, elle l'a déclenchée, le document s'annule de lui-même. Eva avait l'air impressionnée, c'était du travail sophistiqué. Emma s'est penchée en avant, Julien Collot, on a fait des recherches, il est plus que son avocat. J'ai dit que je savais, que je le traquais depuis 8 mois. Eva a demandé depuis quand je savais qu'elle me trompait. J'ai répondu, depuis le printemps, je vérifiais la sécurité de notre réseau domestique, elle utilisait notre Wi-Fi pour les appels, pas très malin, le journal des appels montrait le même numéro plusieurs fois par jour, Julien Collot, avocat. La mâchoire d'Emma s'est serrée, tromperie et vol. J'ai ajouté que ça y ressemblait. Emma a suggéré de porter plainte pour fraude et conspiration. J'ai levé la main en disant que la prison ne m'intéressait pas, juste me protéger et m'assurer qu'elle parte sans rien de ce qui m'appartient. Eva a affiché un autre écran, le registre de la maison montre la propriété par la SCI depuis 2015, bien prénuptial entièrement protégé, maman n'a aucun droit. Emma a conclu, aucun. Eva a interrogé sur son entreprise de décoration d'intérieur. J'ai dit, je surveille ses comptes, l'argent qui y transite ne correspond pas à des clients légitimes, j'ai tout documenté et déposé des rapports au fisc, ils vont lancer un audit, s'ils trouvent ce que je pense, elle a de plus gros problèmes que notre divorce. Eva s'est rassise, réalisant que je construisais un dossier depuis longtemps. Mon téléphone a vibré, Catherine, Thomas, s'il te plaît, nous devons parler. Je leur ai montré. Emma a demandé si je répondais. J'ai dit, quand elle sera prête pour une conversation honnête, pour l'instant elle est sous le choc, pensant qu'elle peut arranger ça, elle ne peut pas. Eva a fermé son ordinateur et demandé ce que j'attendais d'elle. J'ai dit, je voulais juste que vous l'entendiez de ma bouche, elle se peindra en victime, vous devez connaître la vérité. Emma a dit fermement qu'elle savait. J'ai ajouté, votre mère, Caroline, m'a appris quelque chose avant de mourir, elle a dit que si jamais j'aimais à nouveau, je devais m'assurer de savoir qui ils étaient vraiment avant de leur donner le pouvoir de me blesser, j'ai essayé de suivre ça avec Catherine, j'ai gardé un œil ouvert. Le silence s'est installé. Eva a demandé ce qui allait se passer maintenant. J'ai répondu, Catherine réalise qu'elle n'a aucun levier, pas d'argent, pas de maison, pas d'accès, elle essaiera de négocier, puis de menacer, puis elle partira, juste comme ça. Et pour Julien, j'ai souri, j'ai envoyé des documents au bâtonnier de l'ordre des avocats, plainte déontologique, avoir des relations intimes avec des clients tout en gérant leurs affaires juridiques, c'est interdit. Eva a ri, tu les détruis tous les deux. J'ai dit que je laissais le système faire son travail, je ne faisais que fournir les preuves. Nous avons parlé 1 heure de plus, je leur ai tout montré, documents de la SCI, relevés bancaires, reçus d'hôtel, enregistrements. Quand je suis parti, le soleil se couchait. Emma m'a raccompagné et m'a demandé si j'allais bien. Je l'ai serré dans mes bras, je lui ai dit que j'étais soulagé, que vivre avec quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance est épuisant et que maintenant je n'avais plus à faire semblant. Elle a dit que maman serait fière, Caroline je veux dire, j'ai dit que je l'espérais. Je suis rentré chez moi alors que les lampadaires s'allumaient. La maison était sombre, Catherine n'était pas là, probablement à l'hôtel à appeler des avocats, réalisant que chaque avocat voudrait une provision qu'elle ne pouvait pas payer. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé, ma maison, mon sanctuaire. Je me suis versé un verre dans mon bureau, demain apporterait le chaos, plus d'appels, plus de menaces, mais ce soir, j'avais la paix. Le fisc ne frappe pas poliment, il s'annonce avec des lettres recommandées et l'autorité de l'État. La lettre de Catherine est arrivée un mercredi matin, je le sais parce qu'elle m'a appelé en hurlant, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Le fisc me contrôle. 7 ans Thomas, ils veulent 7 ans de dossier. J'étais dans un café en train d'examiner des dossiers pour un vrai client.
J'ai répondu, je n'ai rien fait Catherine, je leur ai juste fourni des informations. Elle a crié, quelles informations? J'ai dit, tes comptes professionnels, les dépôts en espèces qui ne correspondent pas à tes factures, les clients qui n'existent pas, les dépenses qui ressemblent à du blanchiment d'argent, tout ça. Silence, puis plus doucement, tu essaies de me mettre en prison. J'ai répondu, j'essaie de me protéger, si tu as tenu une comptabilité propre, tu n'as rien à craindre, as-tu tenu une comptabilité propre? Elle a raccroché. 3 jours plus tard, Julien m'a appelé directement, première fois que nous nous parlions depuis cet après-midi dans mon bureau. Monsieur Delorme, c'est Julien Collot, je pense que nous devons parler. J'ai dit que je ne le pensais pas. Il a dit, j'appelle à propos de la plainte que vous avez déposée au barreau. J'ai dit, oh ça, comment ça se passe? Sa voix s'est tendue, vous savez exactement comment ça se passe, ils enquêtent, ma licence est en cours de révision, ça pourrait détruire ma carrière, vous auriez dû y penser avant. Je l'ai coupé, vous auriez dû y penser avant de coucher avec votre cliente tout en lui conseillant de voler son mari. Il a dit qu'il n'avait jamais conseillé de voler qui que ce soit. J'ai demandé, non. Comment appelleriez-vous le fait de l'aider à rédiger une procuration conçue pour lui donner le contrôle total de mes actifs? C'était un conseil juridique légitime? Est-ce que coucher avec elle était aussi un conseil juridique légitime? Parce que j'ai des vidéos de l'hôtel qui disent le contraire, 23 visites Julien, le conseil de l'ordre en a des copies. Il est resté silencieux un moment, sa suffisance avait disparu. Il a demandé, que voulez-vous? J'ai répondu, je veux que vous me laissiez tranquille, je veux que vous arrêtiez d'appeler Catherine, je veux que vous disparaissiez dans le trou où les avocats rampent quand ils ont été pris. Il a dit, elle n'a rien, vous savez, pas d'argent, pas d'endroit où vivre, vous l'avez laissée sans ressources. J'ai dit, elle a essayé de voler tout ce que j'ai construit, je suis censé avoir pitié d'elle? Il a dit, elle est désespérée Thomas, les gens désespérés font des choses stupides. J'ai demandé si c'était une menace, il a dit que c'était un avertissement et a raccroché. J'ai appelé Emma immédiatement, j'ai dit que Julien venait de me menacer, que j'avais enregistré l'appel et que j'avais besoin qu'elle dépose une main courante. Elle a demandé si j'étais sérieux, j'ai dit mortellement sérieux, d'impliquer Eva aussi, que je voulais une trace écrite. Cette nuit-là, j'ai amélioré le système de sécurité de ma maison, nouvelle caméra, détecteur de mouvement, alarme surveillée. Je n'étais pas paranoïaque, j'étais préparé, parce que Julien avait raison sur une chose, les gens désespérés font des choses stupides. 2 semaines plus tard, le pare-brise de ma voiture a été brisé, pas de témoin, juste du verre brisé dans mon allée. J'ai appelé la police, porté plainte, donné les images de mes nouvelles caméras montrant une silhouette en vêtements sombres approchant à 3 heures du matin, visage masqué mais langage corporel familier. Le détective a regardé les images et a demandé si je savais qui c'était. J'ai dit que j'avais des soupçons, que ma femme et moi nous séparions et que c'était devenu moche. Il a demandé à quel point, j'ai répondu, audit du fisc, plainte au barreau, compte gelé. Il a hoché la tête lentement et m'a dit de rester vigilant. J'ai fait remplacer le pare-brise le jour même et envoyé la facture à l'avocat de Catherine, celui qu'elle avait réussi à trouver avec de l'argent emprunté. Elle perdait pied et je documentais chaque seconde. Michel, le fils de Catherine, était assis en face de moi dans un restaurant du centre-ville, 26 ans, officier logistique, en permission. Il avait les yeux de son père et les traits fins de sa mère mais rien de la cruauté de Catherine. Il m'a remercié de l'avoir rencontré. Il a tourné son téléphone, sa sœur Aurélie a salué depuis l'écran. Michel a dit, notre mère nous a volé, 200 000 € que notre père nous avait laissés pour nos études, elle devait les protéger, au lieu de ça elle a vidé le compte et l'a dépensé pour elle-même. La voix d'Aurélie a traversé le haut-parleur, des meubles, des vacances, cette stupide rénovation de cuisine, elle a tout pris. Michel a ajouté qu'il ne l'avait découvert que lorsqu'il a essayé de payer son école supérieure. J'ai demandé quand il l'avait confronté. Il a dit qu'il y a 4 ans, elle avait nié, puis dit qu'elle l'avait emprunté, puis s'était mise en colère en les traitant d'ingrats. Aurélie a ajouté qu'il ne lui avait pas parlé depuis. J'ai sorti un dossier, je veux vous montrer quelque chose, ce sont les comptes professionnels de votre mère, ceux que j'ai donnés au fisc. Michel a scanné les pages, sa mâchoire s'est serrée, ses dépôts sont beaucoup trop importants pour du conseil en décoration. J'ai dit, exactement, elle fait transiter de l'argent par son entreprise, je ne sais pas d'où ça vient mais ce n'est pas du travail légitime. Michel a demandé si elle allait en prison. J'ai dit, peut-être, ça dépend de ce que le fisc trouve, mais oui, elle fait face à des accusations graves.
Aurélie a dit platement, bien, elle devrait faire face aux conséquences. Nous avons parlé 1 heure de plus, ils m'ont raconté leur enfance avec Catherine, la manipulation, les mensonges. Michel m'a serré la main fermement en disant que s'ils avaient besoin de témoigner, ils le feraient. Elle a essayé de te faire ce qu'elle nous a fait, ça s'arrête maintenant. En rentrant chez moi, j'ai pensé à la façon dont les familles se brisent, mais cette fois Catherine avait choisi la mauvaise cible. L'homme qui est entré dans mon bureau un mardi après-midi n'était pas quelqu'un que je m'attendais à voir un jour. Il a tendu la main, Thomas Delorme. Je suis David Renard, le frère de Catherine. Je me suis levé lentement. Je sais qui vous êtes, Catherine a dit que vous ne vous parliez plus. Il a répondu, ça fait 15 ans, c'est pour ça que je suis là. Il s'est assis, la cinquantaine, visage buriné, main de travailleur. Il a dit avoir entendu ce qu'elle avait essayé de me faire. Il a sorti un dossier, je suis venu parce que tu dois savoir ce qu'elle a fait à notre famille. Il a expliqué que leurs parents étaient morts en 2008, laissant un héritage égal, environ 400 000 € au total. Catherine était l'exécutrice testamentaire. Elle a prétendu qu'il y avait des dettes, des frais juridiques, et a tout volé. David a découvert la vérité 3 ans plus tard grâce à un vieil ami avocat de la famille. Elle avait tout détourné, 200 000 € volés à son propre frère. Il a essayé de porter plainte mais il y avait prescription. Il a glissé le dossier, c'est tout, relevé bancaire, faux documents, témoignage, je te le donne parce que tu te bats contre elle et Thomas, elle doit être arrêtée. J'ai ouvert le dossier, page après page de preuves. J'ai demandé pourquoi il m'aidait. Il a dit, parce qu'elle a fait ça toute sa vie, prend ce qui n'est pas à elle, ment, joue la victime, quelqu'un doit enfin la tenir responsable, autant que ce soit toi. Après son départ, j'ai appelé mon avocat. Emma est passée ce soir-là, je lui ai montré ce que David avait apporté. Elle a lu en silence puis a levé les yeux en larmes, papa, c'est un monstre, c'est un prédateur et elle chasse depuis des décennies. Le bureau du procureur de la République était utilitaire. Le procureur adjoint Jacques-Henri était assis en face de moi, examinant les preuves, j'avais apporté les documents de David, mes enregistrements, les relevés bancaires. Il a dit, Monsieur Delorme, c'est considérable, vous documentez depuis un moment. J'ai répondu que j'étais auditeur judiciaire. Il a feuilleté les pages, les preuves du frère montrent un schéma, une fraude contre un membre de la famille, ça renforce considérablement tout dossier. J'ai demandé s'il pouvait poursuivre pour le cas du frère. Il a dit que la prescription était passée mais que cela établissait un modèle de comportement. Il a sorti un autre dossier, l'audit fiscal montre des écarts significatifs, revenus non déclarés, dépenses frauduleuses, dépôts en espèces totalisant plus de 300 000 € sur les 4 dernières années, fraude fiscale à cette échelle, on parle de charges lourdes, 5 à 10 ans potentiellement. Il a ajouté que la tentative de procuration était une tentative de fraude et que mon enregistrement était recevable. Il a dit qu'il montait un dossier pour le juge d'instruction. Je suis sorti sans ressentir de victoire, juste le poids de voir quelqu'un s'autodétruire. Cette nuit-là, Catherine a appelé, première fois en 2 semaines, Thomas, j'ai entendu que tu es allé voir le procureur, pourquoi tu fais ça? J'ai dit que je n'avais rien fait à part fournir des preuves. Elle a pleuré qu'elle pourrait aller en prison. J'ai dit, tu pourrais. Elle a supplié de tout arrêter. J'ai pensé à David, à Michel et Aurélie. J'ai dit, Catherine, tu as passé ta vie à prendre aux gens, ton frère, tes enfants, moi, tu n'as jamais affronté de vraies conséquences, peut-être qu'il est temps. Elle a dit qu'elle me haïssait. J'ai répondu que je savais, mais qu'elle haïssait encore plus les conséquences. Emma et Eva m'ont dit qu'elles voulaient être là au procès pour me soutenir. 6 semaines plus tard, sur les marches froides du palais de justice en novembre, Emma m'a demandé si j'étais prêt. À l'intérieur, Catherine était assise avec un avocat commis d'office. Elle avait l'air plus petite, racines grises apparentes. Le juge est entré. L'affaire, ministère public contre Cassandra Renard-Delorme. Son avocat a dit que sa cliente souhaitait plaider coupable dans le cadre d'une CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle a admis sa culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Le procureur a recommandé 42 mois de prison ferme suivis de 5 ans de mise à l'épreuve et restitution totale aux victimes. Le juge a demandé si elle comprenait. Elle a dit oui. Les gendarmes se sont approchés de Catherine, elle m'a regardé une fois, non pas avec haine mais avec défaite. Ils l'ont emmenée. Dehors, le soleil a percé les nuages. Michel et Aurélie attendaient sur les marches,
ils étaient venus assister au plaidoyer. Michel m'a remercié. David a appelé l'après-midi, content qu'elle apprenne enfin quelque chose. Les papiers du divorce étaient déjà déposés, non contestés maintenant. La licence de Julien a été révoquée définitivement, il a déménagé dans une autre région. Emma et Eva sont venues dîner, nous avons évoqué le souvenir de Caroline. J'ai dit aux filles, on n'est jamais une victime si on le voit venir et qu'on se prépare. Plus tard, seul, j'ai réalisé que Catherine passerait les 3 prochaines années en prison, et moi je vivrais la vie que j'avais protégée. 18 mois plus tard, je me tenais dans cette même maison, regardant la pluie de printemps. La maison semblait plus légère. Emma s'était fiancée à un banquier d'affaires respectueux, j'avais vérifié ses antécédents, vieilles habitudes. Eva devenait associée dans son cabinet. Catherine était à 16 mois de sa peine, elle m'avait écrit 2 fois, j'avais retourné les lettres sans les ouvrir. Je voyais Michel, Aurélie et David occasionnellement. La sonnette a retenti, Emma et son fiancé apportaient le déjeuner. Après leur départ, je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir verrouillé avec toutes les preuves accumulées depuis des années. J'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. J'ai apporté les dossiers dehors vers le brasero dans le jardin. Un par un, je les ai donnés aux flammes. Le dernier document était la procuration que Catherine avait essayé de me forcer à signer. Je l'ai regardé brûler. J'avais fait ce qu'il fallait, mais je n'étais plus défini par ce combat. J'étais juste Thomas, 62 ans, père, futur grand-père, un homme qui avait refusé d'être une victime. Le feu s'est éteint. Je suis rentré, j'ai versé un verre et appelé Emma pour lui suggérer de faire le mariage ici dans le jardin, que sa mère Caroline aurait aimé ça. Elle a dit que c'était parfait. J'ai raccroché et regardé le coucher de soleil. Catherine était dans une cellule à compter les jours. J'étais libre. Vraiment libre. Et c'était la plus grande victoire de toutes, pas la vengeance, pas même la justice, juste la paix.